Voilà l'équipe, j'espère que vous allez tous bien, que ça va de votre côté. Regardez dans le cadre magique où je suis aujourd'hui. Pas mal. Je suis à 10 minutes du chantier. Je viens de finir dans l'entraînement, là je vais pas tarder à aller travailler. Je voulais vous dire que mon challenge des 50 marathons la nuit, que je m'étais fixé à faire, par style de vie et ben il se termine. J'en ai exécuté 30 sur 50. Pour raison personnelle, je vais arrêter. C'est une décision et un choix qui me revient à contre-cœur, mais voilà. Moi, je trouverai d'autres choses à travailler. Au final, pour clôturer le chapitre, je vais parler de ce pourquoi j'ai travaillé là-dessus. Je me mettais vraiment dans des situations très inconfortables, comme je l'avais déjà expliqué dans mes dernières vidéos. À chaque marathon sont très différents. Je me mettais vraiment dans un côté sombre, un côté vraiment difficile pour voir comment je réagis, qu'est-ce que je suis capable de faire dans des moments comme ça pour arriver à la ligne d'arrivée, arriver jusqu'au bout. Et en fait, ce que je travaillais, c'était ma résilience, ma résistance. C'est ça, c'était pas un temps, un perfectionnement. Je sais pas si vous avez tous lu le livre Can't Hurt Me et vu tous ces chapitres, mais il y a une course mythique qui reste généralement dans la mémoire de tout le monde. C'est le chapitre 6 sur sa course de 160 km. Et ben moi, avec cette expérience que j'ai fait, donc ces 30 marathons la nuit, avec 2 heures, 3 heures, 4 heures de sommeil maximum, le travail, le froid, le chaud, le vent, la pluie, j'ai connu toutes les conditions, des moments où j'étais déjà épuisé avant même de commencer. Donc ce gros challenge que je m'étais fixé, et ben le chapitre qui me revient à l'esprit le plus, c'est le chapitre 7, celui après sa course mythique, lorsqu'il est brisé, qu'il n'arrive même plus à courir 500 mètres ou qu'il a des bandages de compression et qu'il accompagne sa femme, Kate, à faire un marathon où elle s'est entraînée pour essayer de descendre en moins de 5 heures. Et il va aussi faire cette course en fait en marchant, suivant sa mère. Sa mère voulait faire un marathon en marchant. Et en fait, il s'avère qu'il va la courir cette course. Alors qu'il ne peut pas courir. Il est brisé. Il va faire ce marathon. C'est à Las Vegas. Et il va, éventuellement ça, je peux le comprendre. Tu cours, même brisé, admettons, tu mets 6 heures, 7 heures. Mais c'est qu'il le fait en moins de 3h30. Ça, en ayant vécu ce que j'ai vécu sur mes 30 marathons la nuit, je peux vous garantir que il a vraiment un mental énorme, énorme. Je parle de ce mec-là, David Goggins. En fait, vu que j'ai vu et étudié ce livre sur à peu près tout ce qu'il voulait dégager comme message, et vraiment cette course, un marathon, alors que pourtant il détaille plein de courses d'ultra, tout ça, tu vois. Mais vraiment ça, là, ça m'a vraiment marqué, parce que j'ai vécu ça un petit peu à mon échelle, je l'ai vécu. Mais là, ça m'a marqué. Voilà, je vous balance quelques extraits de quelqu'un qui l'a traduit en français pour vous donner une idée. Sur ce, bonne journée à tous, travaillez bien, continuez vos efforts. Si vous êtes pour le moment dans votre vie seul responsable de vous-même, je vous encourage à travailler sur des projets à fond, quoi. Allez-y à fond. Si vous avez que vous, allez-y. Force à tous, courage. Chapitre numéro 7. L'arme la plus puissante. « 27 heures après avoir savouré une douleur intense et gratifiante, et m'être prélassé dans la lueur de ma plus grande réussite à ce jour, j'étais de retour au travail le lundi matin. SBG était mon commandant, et j'avais sa permission, ainsi que toutes les raisons valables,
pour prendre quelques jours de congé. Mais au lieu de ça, enflé, douloureux et misérable, je me suis tiré du lit, j'ai boité jusqu'au travail, et un peu plus tard au cours de cette matinée, j'ai appelé Chris Kosman. J'attendais ça avec impatience. J'avais imaginé la douce note de surprise dans sa voix, après avoir pris connaissance que je vais relever son défi et couru 161 km en moins de 24 heures. Le truc, c'est que début décembre, j'étais toujours tellement à l'agonie que grimper les simples marches de mon appartement était une torture. Le week-end suivant, j'ai zoomé sur la Interstate 15 à Vegas pour le marathon de Las Vegas. Et ce n'était pas sur un coup de tête. Plusieurs mois auparavant, j'avais déjà entendu les mots San Diego One Day. Et Kate, ma mère et moi, avions encerclé le 5 décembre sur notre calendrier. La première année que le marathon de Las Vegas avait lieu sur Strip. Et nous voulions prendre part à cet événement. Excepté que je ne m'étais jamais entraîné pour ça, c'est alors que la San Diego One Day arriva. Et au moment où nous sommes arrivés à Vegas, je ne me faisais aucune illusion quant à mon état général. J'ai essayé de courir le matin avant de partir, mais j'avais encore des fractures de stress dans mes deux pieds. Mes tendons médians étaient bancaux, et même enveloppés d'un bandage spécial qui, je trouvais, permettait de stabiliser mes chevilles, je ne pouvais pas courir plus de 500 mètres. Donc jusqu'à ce que nous nous rendions sur les lieux de la course, je n'avais pas prévu de courir. C'était une magnifique matinée. La musique chantait, il y avait des milliers de visages souriants dans la rue, l'air pur du désert était glacial, et le soleil brillait. Les conditions de course ne s'amélioraient guère, et Kate était prête à partir. Son objectif était de passer sous les 5 heures. Et pour une fois, j'étais content d'être un simple spectateur. Ma mère avait toujours prévu de le faire en marchant, et je me suis dit que je marcherais avec elle aussi longtemps que je le pourrais. Puis j'aurais pris un taxi jusqu'à la ligne d'arrivée, et j'aurais encouragé mes dames au ruban. Nous nous sommes tous les trois fondus dans la masse, alors que l'horloge sonnait 7 heures du matin. C'est alors que quelqu'un a pris le micro pour commencer le compte à rebours officiel. 10, 9, 8. Quand il est arrivé à 1, un klaxon a retenti, et comme un chien de Pavlov, quelque chose s'est déclenché en moi. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Peut-être que j'avais sous-estimé mon esprit compétitif. Peut-être que c'était parce que je savais que les Navy Seals étaient censés être les enculés les plus solides de cette putain de planète. Que nous étions censés courir sur des jambes cassées et des pieds fracturés. Quoi qu'il en soit, quelque chose s'est déclenché et la dernière chose que je me souviens avoir vue lorsque la cloche a retenti dans la rue, c'était les visages choqués et la réelle inquiétude sur les visages de Kate et de ma mère lorsque j'ai chargé le boulevard à perte de vue. La douleur s'est sérieusement fait ressentir durant le premier kilomètre. Mais après ça, l'adrénaline prit le dessus. J'ai complété mon premier mile en 7 minutes 10, et j'ai continué à courir comme si l'asphalte fondait derrière moi. Quand j'ai passé la barre du 10e kilomètre, je courais depuis 43 minutes. C'était plutôt solide, mais je n'étais pas concentré sur le temps, car considérant comment je me sentais la veille, j'étais toujours abasourdi par le fait que je venais de courir 10 km. Mon corps était brisé. Comment était-ce possible ? La plupart des gens dans ma condition auraient les deux pieds dans le plâtre, mais j'étais là en train de courir un marathon. J'étais au 21e kilomètre lorsque j'ai vu l'horloge officielle. Je pouvais y lire 1h35 minutes et 55 secondes. J'ai fait de rapides calculs et j'ai réalisé que j'étais dans la course pour me qualifier au marathon de Boston. Mais c'était juste sur le moment. Pour se qualifier dans ma tranche d'âge, je devais finir sous les 3h, 10 minutes et 59 secondes. Alors j'ai souri de crédulité et j'ai chopé un gobelet de Gatorade. En moins de 2 heures, le jeu avait basculé, et je pouvais ne plus jamais avoir cette chance. J'avais vu tellement de morts à ce moment-là, dans ma vie personnelle et sur le champ de bataille, que je savais que le lendemain n'était pas garanti. Devant moi se trouvait une opportunité. Et si tu me donnes une opportunité, j'en profiterai à fond. Ce n'était pas facile. J'ai surfé sur la vague d'adrénaline durant les 21 premiers kilomètres, mais je sentais chacun de mes pas dans la seconde moitié. Et au 29e kilomètre, je me suis pris un mur. C'est quelque chose de courant dans les marathons, parce que le 29e kilomètre est généralement le moment où le niveau de glycogène du coureur chute brutalement, et j'étais en train de sombrer. Mes poumons s'alourdissaient. Je ressentais mes jambes comme si j'étais en train de courir dans le sable profond du Sahara. J'avais besoin de m'arrêter et de prendre une pause, mais j'ai refusé. Et environ 3 km plus tard, je me sentais rajeuni. J'ai obtenu une nouvelle fois mon temps de passage au 35e kilomètre.
J'avais toujours un rythme qui me permettait de me qualifier pour Boston. Et ce, même si j'avais perdu 30 secondes sur mon temps de passage. Et pour me qualifier, je devais donner le meilleur de moi-même sur les 7 derniers kilomètres. J'ai creusé profondément en moi, me suis mis un coup de pompe dans les cuisses et j'ai allongé ma foulée. J'étais un homme possédé quand j'ai pris le dernier virage et que j'ai foncé vers la ligne d'arrivée. Des milliers de personnes étaient rassemblées sur le trottoir à m'encourager. Mais tout ce que je voyais était flou alors que je sprintais vers la maison. J'ai fini la course en un peu plus de 3 heures et 8 minutes et me suis qualifié pour le marathon de Boston. Quelque part dans les rues de Las Vegas, ma femme et ma mère s'occupèrent de leur propre lutte et les surmontèrent pour également franchir la ligne d'arrivée. Et alors que j'étais assis sur un carré d'herbe, à les attendre, une nouvelle question m'est venue dont je ne pouvais pas me débarrasser. C'était une nouvelle question qui n'était pas basée sur la peur, sur une incroyable souffrance ou sur une auto-limitation de mon potentiel. Celle-ci semblait beaucoup plus ouverte. De quoi suis-je capable? Bonjour l'équipe. Ce matin, je me suis levé à minuit et demi et je suis parti faire mon 22e marathon la nuit. J'ai mis un premier lest à 14 kg et un deuxième à 6. Allez, je tente ce challenge par-dessus un challenge. C'est un des belles. Ce matin, je me fais une spéciale. Je me fais un marathon lesté avec 20 kilos. Je sens que j'en suis capable. Allez, force à tous, bonne souffrance. Les sangles commencent à peser sur les épaules. Mais je m'accroche. Allez, j'ai fait 21 km 100 là. Je fais demi-tour. Je peux réussir ce marathon lesté. Il me reste 9 km. Je suis descendu à 7,5 km/h de vitesse moyenne. J'aurais probablement 15 minutes de retard, mais je suis prévenu par texto. Oh la vache! C'est bon ce pamplemousse, bénédiction quoi. J'ai le dos qui est irrité sur une bonne partie de sa surface. J'ai les épaules cisaillées par les sangles des lestes. Il me reste plus que 3 km. Bon après, je t'avouerai comme maintenant, vers 15h30, 16h, bon j'ai un petit coup de mou quand même. Faut se l'avouer. Bon bah c'est pas grave, après tu fais avec, hein, puis t'avances.
Voilà, je vous souhaite de progresser dans vos idées et vos projets, que ça vous aura inspiré à toujours continuer. C'est comme ça qu'on avance. Force à vous. L'entraînement chez les Seals m'a poussé au bord du gouffre plusieurs fois, mais chaque fois que j'étais vaincu, je ressurgissais des profondeurs pour encaisser de nouveaux coups. Cette expérience m'a rendu beaucoup plus fort, mais elle m'a également laissé la sensation d'en vouloir plus. Et la vie quotidienne chez les Navy Seals n'était pas comme ça. Ensuite arriva la San Diego One Day, et maintenant ça. J'avais fini un marathon à un rythme d'élite, au moins pour un guerrier du week-end, et cela en sachant que je n'avais aucun intérêt à marcher ne serait-ce qu'1 kilomètre. 21 mai 2024, 24e marathon la nuit. Tu sais pourquoi la souffrance est notre allié? Il y a deux sortes de douleurs. L'une vous rend plus fort, l'autre est inutile. Elle n'apporte que de la souffrance. Je ne m'embarrasse pas de choses inutiles. Tout d'abord, c'est une construction. J'ai perdu mon rythme vers les 30 km, où j'ai pu maintenir le cap vers les 7-8 km/h de vitesse moyenne. C'étaient deux incroyables exploits physiques qui ne me semblaient pas possibles. Mais ils ont eu lieu. Alors de quoi suis-je capable? Je ne pouvais pas répondre à cette question. Mais lorsque j'ai regardé aux environs de la ligne d'arrivée ce jour, et que j'ai pris en considération ce que j'avais accompli, il est devenu clair que nous laissons tous beaucoup trop sur la table sans même le réaliser. Pourquoi nous nous battons? Pourquoi les feuilles tombent-elles? C'est dans leur nature. Ce n'est peut-être pas la bonne question. 26e marathon la nuit. Le désordre, le chaos qui peut se produire apporte l'harmonie. Pourquoi nous nous battons? Pour préserver l'équilibre et apporter l'harmonie. Pour les miens, la vraie question est: qu'est-ce qui vaut la peine de se battre? C'est ça ta vie maintenant. Bonjour à tous. 27e marathon la nuit avant le travail. Et demain, ça fera exactement 10 ans de véritable rigueur, d'autodéfiance, de persévérance, de travail, de régularité. Cette année 2024, j'ai couru plus de 2000 km, j'ai effectué 26 marathons et je suis sur le 27e. J'ai effectué plus de 50 000 pompes, 11 000 tractions, des milliers d'abdos, des milliers de squats, et puis des marches, des courses, des pompes et des tractions lestées, et tout un tas d'exercices encore. J'ai lu plus de 7 livres et je me nourris d'informations constructives. C'est sûr, il y a 10 ans en arrière, tu m'aurais dit de faire tout ça d'un seul coup, toute cette charge, alors que j'étais accro au confort et au divertissement. Mais c'était mort, j'aurais abandonné tout de suite. Une fois encore, les tambours de guerre résonnent. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Je me lève de bonne heure et de bonne humeur. 28e marathon, les gars! « 25 juin 2024, c'est mon 29e marathon la nuit. Celui-là, il s'annonce difficile. Je sais que je vais en chier tout le long. Habituellement, nous nous contentons de moins que ce qu'il y a de meilleur. Que ce soit au travail, à l'école, dans nos relations, sur le champ de bataille ou même sur une piste de course. Nous nous définissons comme de simples individus. Et nous enseignons à nos enfants de se contenter du minimum, plutôt que ce qu'il y a de mieux pour eux. Et tout cela se propage, fusionne et se multiplie au sein des communautés et de la société dans son ensemble. À ce moment-là, le prix que l'on paye à passer à côté d'autant d'excellence dans ce monde éternellement foutu me semblait incalculable. Et c'est toujours le cas.
Depuis, je n'ai jamais cessé d'y penser.